Bonjour professeur René Friedman. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Quelles sont les principales avancées de cette loi de bioéthique ? Alors, cette loi de bioéthique, d'abord, c'est déjà d'exister, parce que depuis le temps qu'on l'attend et qu'il y a eu toutes ces discussions qui ont eu lieu, elle permet de cadrer, de permettre et d'interdire un certain nombre de choses, comme toutes les lois de bioéthique. L'avancée principale, c'est quelque chose qui va vers l'autonomie plus grande des femmes, en particulier, et on revisite quand même de façon importante la filiation avec une suppression de l'anonymat du don. Alors, en rappelant que le don de gamètes, ça ne représente que pour 5% des couples, hein, mais c'était quand même un point très important. L'autonomie des femmes avec la possibilité de conserver ses ovocytes pour les femmes qui le souhaitent, prévenues de toutes les contraintes et les risques, et qu'il n'y a rien comme panacée. Et nous attendons plusieurs points qui ne sont pas clairement abordés. Nous avons essayé de développer avec d'autres, je dirais, lors des rencontres, des auditions. Quels sont ces points que vous aimeriez voir évoluer ? Alors, le point, d'abord, c'est vrai que sur le plan médiatique et sur le plan même politique, on a beaucoup parlé PMA, GPA, extension. C'est un point de société, mais ce n'est pas un point crucial pour la médecine et pour la science. C'est-à-dire que plutôt que de courir en avant, il faut aussi de temps en temps porter son regard un peu en amont et parler de la prévention, parler de ce qui cause cette infertilité et parler de l'information. Donc c'est vrai qu'actuellement, on sait que des toxiques, l'environnement est quelque chose qui est délétère aussi bien chez l'homme que chez la femme. On sait aussi que les femmes ne sont pas suffisamment informées de la baisse de la fertilité avec l'âge et que donc j'ai proposé avec d'autres qu'il y ait une information faite par l'assurance maladie à un certain âge, autour de 32 ans, de ce point-là, qu'on n'est plus en consultation des femmes d'un certain âge, autour de la quarantaine, qui disent « Ah mais docteur, je ne savais pas », se doutant qu'il y a un tas de journaux des plus people qui montrent qu'on peut avoir tout ce qu'on veut à n'importe quel âge. Ce qui n'est pas vrai, mais qui quand même circule. Voilà, donc ce sont des points. Le point important sur le plan médical, c'est qu'on puisse offrir un résultat supérieur à ce qu'il est. Or, il n'est pas excellent. Il n'est pas excellent, d'abord parce que justement les femmes viennent souvent trop tardivement. Je dis les femmes parce que c'est souvent elles qui sont, je dirais, les plus concernées par ces problèmes. Avec l'âge, justement. Donc elles arrivent trop tardivement, comme je l'ai dit, elles ne sont pas suffisamment informées de la nécessité, peut-être à un moment donné, lorsqu'elles n'ont pas de projet immédiat, de prince charmant qui est avec elles, de vérifier qu'elles ont une capacité à envisager une grossesse. Et comme je le disais, les résultats des fécondations in vitro ou bien des stimulations ne sont pas tout à fait à la hauteur des espérances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échecs d'implantation, il y a beaucoup de fausses couches, et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que l'espèce humaine n'est pas une très bonne tribu reproductrice. Et ça ne marche qu'à 25%, grosso modo, dans la nature. C'est-à-dire un homme et une femme qui se rencontrent, 9 mois plus tard, 25% ont le bébé voulu. Et donc, il est indispensable d'essayer d'améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on constate ? 60% des embryons qui sont constitués, naturellement d'ailleurs ou pas naturellement, ne vont pas se développer. Parce qu'il y a une anomalie chromosomique, parce qu'il y a une anomalie du développement, on ne va pas rentrer dans le détail du métabolisme, il y a quelque chose qui gêne le développement. Et bien sûr, ce taux qui est déjà très élevé, ce qui est une moyenne, va augmenter en fonction de l'âge. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'arrêter de faire des gestes inutiles. Parce que ça ne sert à rien de prendre en charge un couple qui va aller dans le mur parce que tous les paramètres sont là pour montrer que ça ne va pas fonctionner. Et d'un côté, on a une possibilité de connaître le potentiel de développement de l'embryon. Pour ça, il faut qu'on puisse
faire un certain nombre de recherches qui vont se développer d'ailleurs dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'on ne peut pas les énumérer forcément aujourd'hui, parce que dans 5 ans, il y en aura d'autres. Mais il faut qu'on ait une ouverture de possibilités de compréhension de quels sont les embryons qui ont la capacité de s'implanter par rapport aux autres qui n'ont pas la capacité. Donc ça, c'est pas du tout le choix de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux et de l'eugénisme, comme on entend dire. C'est simplement pourquoi faire courir une déception, plus qu'une déception, parfois elle peut être grave, une implantation erronée ou bien une fausse couche, alors qu'on pourrait le savoir auparavant. Et ça, la loi ne va pas assez loin, selon vous Alors, il y a une confusion, parce qu'il y a un texte de loi qui dit que la recherche avant et après l'implantation est autorisée, et une autre qui dit que toute recherche sur l'embryon ne permet pas d'implanter l'embryon. Or, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un cadre pour la recherche avec un objectif de bébé, avec un projet parental. Et c'est dans ce cadre-là que les recherches pourraient être faites. Et il n'est pas question de les faire forcément à tout le monde, mais pour certaines situations, comme ces femmes qui ont des fausses couches à répétition ou qui ont des échecs répétés. Là, on peut donc réserver un certain nombre de couples et transparent, c'est-à-dire déclarer à l'agence de biomédecine pour qu'on puisse, au bout de 3 ans, ce qu'on voudrait, c'est une période d'évaluation, parce qu'il y a des débats scientifiques sur l'intérêt, sur le pas intérêt, et on voudrait qu'il y ait, sur ce plan-là, cette possibilité de le faire, puisque je vous rappelle que nous avons quand même près de 750 000 grossesses en France. Les femmes qui sont enceintes peuvent faire un examen par une prise de sang pour connaître le statut chromosomique de leur fœtus ou embryon, et elles ne peuvent pas, pour celles qui passent par la fécondation in vitro, elles ne peuvent pas, je dirais, bénéficier de cet examen alors qu'on pourrait le faire aisément. Alors qu'est-ce qu'on entend? On dit oui, c'est de l'eugénisme, vous allez choisir les embryons. Mais on choisit que les embryons qui vont se développer. Les autres, c'est plutôt parce qu'on ne va pas congeler des embryons qui n'ont aucune chance de développer. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Et après, on nous dit, mais vous avez trop d'embryons qui sont congelés. Donc voilà, c'est un management différent pour éviter que les femmes viennent trop souvent en fécondation in vitro, répètent, avec un échec programmé. Voilà un peu les points sur lesquels il nous semble intéressant: prévention, information. Et pour cela, parce qu'on dit oui, mais c'est pas dans la loi, c'est pas dans une loi que ça doit apparaître. Ce qui peut apparaître dans une loi, c'est la création d'une commission ou d'un groupement dont c'est la mission. Les missions de l'agence de biomédecine ou les missions de tel ou tel organisme sont toujours précisées dans la loi. Donc je n'ai pas vu apparaître, je réponds à la ministre qui a dit donc c'est pas le rôle d'une loi de définir l'information. Ben si, à mon sens oui. Si elle dit que tel organisme a pour mission de développer l'information, d'assurer la prévention en favorisant les recherches, ben, au moins on va mettre en place un système qui va ressembler au plan Alzheimer, au plan cancer, enfin tout ce qui concerne aussi bien l'aspect sociologique, l'aspect psychologique, l'aspect scientifique, l'aspect humain de toute cette aventure. Du côté des hommes, la loi prévoit que le donneur de sperme communique ses données personnelles au moment du don. Est-ce une bonne option, ou sinon quelle autre option pourrait être proposée? Alors, je pense effectivement que c'est une bonne option, qu'il y ait d'abord une connaissance de ce qu'on appelle les données non identifiantes, qui permet à l'enfant, s'il le souhaite, d'avoir une certaine information. Ensuite, il y a une discussion qu'il y a concernant chacun des acteurs. Je crois qu'il faut prendre chacun des acteurs de cette pièce de théâtre, qui a comme particularité d'avoir 2 actes, mais à 18 ans d'écart, au moins, et parfois plus. Le couple qui a besoin de bénéficier d'un don de gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, pour moi, c'est clair que c'est sa responsabilité de dire à l'enfant comment il a été conçu. Et on a frisé, à mon avis, une catastrophe, mais qui a été évitée justement, qui était que ce soit l'État qui détient cette information qui soit fiché quelque part. C'est une espèce de tatouage dont je trouvais que c'était une aberration. Donc c'est la liberté des parents de dire ou de ne pas dire. On ne va pas obliger
les parents à dire ou à ne pas dire, mais on peut conseiller. On peut développer des arguments, je dirais, qui vont plutôt dans le sens de dire. Une fois que l'enfant est informé, donc si l'enfant est informé, il peut ou il ne peut pas, s'il ne veut ou il ne veut pas plutôt, essayer d'avoir des informations sur son géniteur ou sa génitrice. D'accord ? Il est libre de le faire. L'homme qui a donné du sperme ou la femme qui a donné des ovocytes, elle s'est engagée, à mes yeux, au début, à accepter d'être contactée si l'enfant le souhaite. Mais contacter ne veut pas dire forcément voir, rencontrer et développer quelque chose, une relation quelconque. Parce que j'estime qu'à 20 ans d'écart, la vie étant ce qu'elle est, les transformations de la vie, on ne peut pas obliger, même si on s'est engagé, d'ailleurs les engagements on en a tous les jours, il y a des mariages, puis après il y a des divorces, donc c'est pas parce qu'on s'est engagé à un moment donné qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc la seule chose par contre sur laquelle on ne revient pas, il ne faudrait pas revenir en arrière, c'est d'accepter d'être contacté si l'enfant le souhaite. Et ensuite on confirme ce qu'on a dit 20 ans plus tôt, ou on l'infirme. Et je prends appui à une autre situation qui s'appelle le CNAOP, qui est le Comité national pour la recherche justement des origines des enfants nés sous X. Pourquoi ? Parce que la loi, elle a même été plus loin, elle est même rétroactive. C'est-à-dire que des femmes qui ont accouché de façon anonyme, si les enfants s'adressent à cette commission va voir si par hasard elle arrive à trouver des traces de qui est la mère, et elle va demander à la mère, si elle persiste dans son désir d'anonymat, ou sachant que l'enfant souhaite la rencontrer, elle veut la rencontrer. Ce qui veut dire que dans un cas, on accepte le changement d'avis, et dans l'autre, on ne l'accepterait pas. Ce qui me semble, si vous voulez, en France, on est souvent dans des impositions, on n'est pas tellement dans le cas par cas, on n'est pas tellement dans l'évaluation. Ça me semble plus intéressant de poser la question de la liberté des parents, la liberté de l'enfant, la liberté du donneur, de la donneuse, par rapport à cette situation. D'accord. Sur le plan sociétal, il y a cet article 1 qui ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules, qui cristallise un petit peu les oppositions. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour rassurer ceux qui pensent que c'est un risque sur l'équilibre un petit peu de la société ? Qu'est-ce que vous leur diriez ? Je dirais d'abord que le projet d'une famille idéale est un peu mis à mal dans l'évolution même de notre société. Cependant, on peut considérer que chacun a son projet de famille idéale ou de vie idéale dans la constitution du groupe. Voilà, personne ne pense forcément à se recomposer, à adopter, des choses comme ça. Ceci étant, la question de fond, elle est la suivante. Une femme seule qui souhaite un enfant, elle peut très bien concevoir, si elle est en âge de procréer, sans demander l'avis des blouses blanches. On ne va pas mettre une police morale, on peut souhaiter différemment, mais on ne va pas mettre une police morale au bas de chaque immeuble ou de chaque lieu de rencontre possible. Et d'Internet, n'en parlons pas. Donc, on n'est pas en train d'interdire une situation qui de toute façon existe et se développe. Alors, peut-on l'aider ? Paradoxalement, oui. Parce que d'abord, pour l'enfant, on peut dire que est-ce qu'il vaut mieux vivre dans un climat qui est habituellement, d'après toutes les études qu'ils nous donnent, peut-être pose des questions. Je ne dis pas que ça n'en pose pas, de ne pas avoir forcément un référent paternel ou maternel présent. Mais est-ce que c'est le choix entre être ou ne pas être, pour reprendre du Shakespeare, quoi. Voilà. Alors, dans tout cela, je pense qu'il faut que, si la médecine intervient, je ne parle pas dans les cas où la médecine n'intervient pas, mais si la médecine est convoquée, je pense qu'il est important qu'il y ait un accompagnement, et que ce ne soit pas unique. Il y a toujours un accompagnement, vous me direz, mais là un peu plus poussé sur la projection de ce que va être la vie de la personne seule avec un enfant, dans quelles conditions elle vit, dans quelles conditions... et puis aussi, souvent on oublie, mais il y a une famille.
C'est-à-dire qu'un enfant qui vient au monde dans un couple de femmes lesbiennes ou bien surtout chez une femme seule, s'il n'y a pas de famille autour, il n'y a pas d'amis, il y a un lieu de vie qui est complètement un taudis, enfin je veux dire, ça va rentrer en ligne de compte, peut-être pour attendre un peu, réviser la question, enfin discuter, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un accompagnement qui me semble important, mais la réponse à ceux qui se préoccupent effectivement du schéma idéal qui ne serait plus présent, d'abord, un, il existe en permanence, mais deux, il faut un peu agrandir la famille. Parce qu'un enfant, c'est pas uniquement un père et une mère, c'est aussi des grands-parents, c'est aussi des oncles, c'est aussi des tantes, c'est aussi une relation d'amour et humaine qui circule. C'est ça qui me semble important. D'accord. Les Français sont aujourd'hui majoritairement plutôt favorables à l'ouverture de la PMA. En revanche, la gestation pour autrui génère plutôt des oppositions. Vous y êtes opposé. Est-ce que vous pensez que la loi met suffisamment de barrières pour éviter tout risque que demain tout risque. En France, je pense que la question, elle est quand même assez claire avec notre mode de réflexion, c'est-à-dire pas de commercialisation du corps. C'est le point clé, hein, je dirais, de cela. Après, que les enfants, puisque c'est une discussion, les enfants qui sont conçus ailleurs, je dirais, est-ce qu'ils doivent être intégrés dans la société? Évidemment, oui, ils sont responsables de rien. Et je dirais qu'il y a des enfants issus de relations incestueuses, on ne va pas les mettre de côté, on va les accepter au contraire dans la société. Donc ça, qu'on le fasse, oui, mais ce n'est pas une raison de justifier ce qui, à mes yeux, ne peut être que commercial, malgré ceux qui pensent à une GPA éthique qui n'existe pas dans le monde, mais qui est commerciale et qui transgresse effectivement un principe qui me semble extrêmement important, c'est de garder, je dirais, une relation non commerciale avec tout ce qui est don. Parce qu'après, c'est le don d'organes, c'est le don, je dirais, qui devient tout de suite la prochaine étape. Et on vend son organe, quoi, comme dans certains pays. Dernière question, l'examen du projet de loi bioéthique va avoir lieu dans quelques jours. Qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce que vous demandez aux parlementaires véritablement d'amender les priorités d'évolution par rapport au projet de loi existant? Alors, en fait, si vous voulez, c'est... moi qui ai vécu les 4 révisions de loi de bioéthique, je vois qu'à chaque fois, c'est parce qu'on essaie de rentrer dans les détails. Le meilleur exemple, c'est en 2011, quand la loi a enfin inscrit que les techniques de congélation d'ovocytes par vitrification étaient autorisées. Alors, vous me direz, c'est bien, mais c'est aberrant. La loi n'a pas rentré dans une technique. Et la loi, je prends cet exemple parce que souvent, la loi, à la différence de ce qui se passe à l'étranger, chez les anglo-saxons, au lieu de poser un cadre qui va évaluer, elle décide à l'avance ce qui est autorisé, pas autorisé. À chaque fois, elle se heurte à ça et ça n'arrête pas. Alors, à part les grands principes, c'est-à-dire effectivement, on n'autorise pas la GPA, on n'autorise pas la GPA. Mais par contre, après, les modalités d'application doivent être évaluées. Vous voyez, par exemple, c'est intéressant. On a beaucoup parlé à un moment donné de l'enfant du double espoir. Vous savez, on faisait un double diagnostic génétique sur des enfants dont le sang du cordon pouvait être un bénéfice pour l'enfant, le frère ou la sœur malade. Alors, on a beaucoup discuté. Aujourd'hui, on ne fait plus cette technique au bout de quelques années, parce que l'évaluation a montré qu'on avait suffisamment de sang du cordon en banque, à partir du moment où on a changé la politique de recrutement, et que cette technique est quasiment plus nécessaire. Comme m'a posé une question une députée, faut-il l'interdire? Mais ça ne sert pas à l'interdire. Vous voyez, on l'autorise, on l'interdit. Je veux dire, il faut sortir de ce cadre-là, de vouloir régler dans le moindre détail, parce que la science évolue telle que demain, c'est peut-être pas la congélation, c'est peut-être la lyophilisation, c'est peut-être un autre élément. Donc, créons des cadres de transparence, ça oui. C'est pour ça que je suis, par exemple, pour la déclaration des gestes, par exemple, d'examen des embryons dont je parlais tout à l'heure. Faisons un bilan dans 3 ans et revenons dessus. Quand on a créé les centres pluridisciplinaires de médecine anténatale, je veux dire, ça a été aussi un débat, eugénisme, pas eugénisme et tout ça. Vous savez, les prises de sang qui permettent de savoir justement si tout est correct.
Aujourd'hui, plus personne ne parle. Mais c'est dommage, parce que c'est très intéressant ce qui se passe dans les centres pluridisciplinaires, parce qu'il y a des demandes d'interruption qui sont acceptées, d'autres qui sont refusées. Celles qui sont acceptées par le groupe médical sont parfois refusées par les parents. Inversement, c'est la même chose. C'est-à-dire que des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les parents demandent et le groupe pluridisciplinaire refuse. C'est un échange démocratique par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut créer des organismes qui soient capables de suivre les évolutions, de s'adapter, mais surtout d'évaluer. Voilà, et de faire part de cette évaluation dans notre société. Merci pour cette interview, professeur René Fredman. À votre service.